Je ne connais pour ma part d'autres sentiers de la création que ceux ouverts pas à pas, c'est-à-dire mot à mot, par le cheminement de l'écriture. Claude Simon, cette phrase est extraite de votre Orion aveugle, et je crois qu'elle répond à la limite à toutes les questions qu'on peut formuler à propos de votre conception du travail de l'écrivain. Cependant, pourriez-vous nous préciser quelle est votre notion de l'auteur, d'une part, et où vous vous placez par rapport aux écrivains en général? Le Robert donne comme définition du mot auteur personne qui a fait un ou plusieurs ouvrages littéraires. Alors comme vous voyez, c'est assez vague. Cette notion d'auteur donne lieu à une certaine confusion, je dirais même une certaine perversion. Le plus néfaste étant peut-être cette croyance que l'auteur est une sorte d'homme à part, hors du commun, doué de talent ou de génie. Oui, il exerce une certaine fascination sur le public. Oui, il serait visité par cette chose mystérieuse qu'on appelle l'inspiration. En somme, il serait que l'instrument de quelque chose. Cette inspiration lui dicterait, c'est le mot qu'on emploie couramment, elle lui dicterait ce qu'il écrit. Son travail, alors, ça se bornerait à transcrire pour le commun des mortels des messages que cette muse, comme on dit encore, lui dit en guidant sa plume. Alors, si vous le permettez, je voudrais tout de suite, sinon rejeter ce mot terriblement galvaudé, et que par la force de l'habitude, je serais peut-être amené à employer moi-même au cours de ces entretiens, mais bien dire que chaque fois qu'il m'arrivera de céder comme ça à l'usage, eh bien en fait ce sera au mot écrivain que je penserai. Et je pense qu'il faut que je précise tout de suite ce que j'entends par ce mot-là, écrivain. C'est celui qui travaille son langage. Et là-dessus, je voudrais vous raconter une anecdote qui éclairera peut-être mon propos. Peu de temps avant sa mort, Merleau-Ponty avait consacré l'une de ses conférences au Collège de France à certains de mes romans, en particulier Le vent, l'herbe et la route des Flandres. Et je vous cache pas que ce qu'il avait vu dans ces romans, en particulier en ce qui concernait les dimensions temporelles et spatiales, ça me dépassait un petit peu. En tout cas, j'étais un peu perdu dans le vocabulaire philosophique qui était le sien, parce que j'ai même pas fait ma classe de philo, moi. Alors, après son cours, nous sommes allés boire un verre ensemble, dans un café, et là, il m'a dit « Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et moi, je lui ai répondu « Ma foi, je pense que ce Claude Simon dont vous venez de parler, ça doit être un type extrêmement intelligent. » Et alors, il m'a dit « Oui, mais ce n'est pas vous. C'est vous quand vous êtes assis à votre table et que vous travaillez votre langage. C'est ce personnage que nous suscitons tous par le travail et qui se manifeste seulement alors, et puis dès que nous levons notre table de travail, dès que nous ne travaillons plus, c'est fini. » Alors voilà. Je crois que Merleau-Ponty avait prononcé le mot-clé, c'est le mot travail. Et je n'ai raconté cette petite anecdote que pour illustrer ma définition de l'écrivain. Quant à savoir où je me place, comme vous me le demandez, je vous répondrai que c'est pas à moi de me placer, sinon dans les rangs de ceux qui travaillent dur, parce que je peux vous garantir que l'inspiration ou la muse, j'ai jamais su ce que c'était. Oui, alors vous parlez d'inspiration, et justement, il me vient une question à l'esprit. Lorsque vous décidez de l'élaboration d'un roman, est-ce que vous avez préalablement travaillé ce roman mentalement, si on peut dire, ou bien est-ce qu'il ne prend vraiment naissance qu'au moment où vous commencez d'écrire? Si par travail mental, on entend un travail sans processus oral ou écrit, je peux vous dire que je travaille très peu un roman. Avant d'écrire, il y a seulement quelques vagues images, quelques vagues souvenirs, de vagues schémas, de très vagues schémas de composition,
l'idée d'un certain ton, d'un certain rythme ou d'une certaine forme, mais déjà, lorsqu'il s'agit de ton, de rythme, de forme, le langage, l'écriture commence à jouer, même si cette dernière n'est pas couchée sur le papier. Maintenant, si on parle de prendre naissance, il est bien évident que ça se produit qu'au moment où je commence à tracer des signes sur une feuille blanche. Et même encore, à ce stade-là, c'est pas toujours sûr qu'il y aura un livre. C'est qu'au bout d'un certain temps de travail, ça peut aller de 2 mois à 6 mois, que tout à coup on a la sensation que ça prend, un peu comme la mayonnaise, oui, si vous voulez. Et alors, on a presque la certitude que, sauf accident majeur, il y aura un bouquin. Alors, il n'y a pas de sujet dans vos livres, il n'y a pas de sujet préétabli en tout cas. Mais est-ce que vos livres, terminés, sont le lieu où se développe un sujet? Écoutez, là encore, il faudrait définir les termes. Développer et sujet que vous venez d'employer. Nous pourrons y revenir si vous le voulez par la suite. Maintenant, disons que, de même que le sujet d'un tableau, c'est la peinture, bien le sujet d'un roman, c'est l'écriture. Est-ce que vous attendez du lecteur qu'il produise un sens à vos livres? Et dans ce cas, est-ce que vous considérez le lecteur comme aussi un sujet du livre? Écoutez, encore une fois, je crois qu'il faut revenir aux définitions. Dans le dictionnaire, on trouve pour sens, je cite, idée ou ensemble d'idées intelligibles que représente un signe ou un ensemble de signes. Ça me paraît une bonne définition. Oui. Ce qui me laisse plus perplexe, c'est que, par exemple, Robert donne un exemple de cette définition, cette phrase de Camus. Je cite. Il s'agissait de savoir si la vie devait avoir un sens pour être vécue. Diable. J'ai l'impression qu'on quitte là le domaine de la littérature pour celui de la métaphysique, sinon de la pataphysique, le sens de la vie. Un vaste problème, comme aurait dit De Gaulle. Pour ma part, je le laisserai aux prêtres et aux philosophes. Et il me semble que à l'idée d'un sens qui se dégagerait d'un roman, c'est-à-dire toujours le message délivré par le moyen d'une fiction, donc qui préexisterait à l'écriture, eh bien, j'opposerai les notions de polysémie, d'équivoque ou d'ambiguïté. C'est ce que Barthes a appelé le sens tremblé par opposition au sens fermé. Le meilleur exemple que l'on puisse peut-être donner du sens tremblé, ou si vous préférez du sens pluriel, c'est ce qui se passe dans les romans de Dostoïevski, dont on ne sait jamais si les personnages, que ce soit Raskolnikov, Karamazov, Mouishkin, Stavrogin, on ne sait jamais s'ils sont des monstres de perversité ou de naïveté, s'ils sont des victimes ou des bourreaux, des violents ou des doux, des bons ou des mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Disons, très sommairement, que le travail de l'écrivain tel que je le conçois, c'est-à-dire essentiellement basé sur une combinatoire, il nous faudra aussi revenir là-dessus si vous voulez, il aboutit à la production, et non pas à l'expression, c'est très important, à la production de sens pluriels dont aucun n'est explicité. L'écrivain dit le monde, il dit des choses, ou plutôt, il dit un monde et il dit des choses. Il ne les explique pas. L'aboutissement de son travail, c'est essentiellement une mise en question. Quel est le sens de Madame Bovary? Que les femmes adultères finissent ruinées et empoisonnées dans d'atroces souffrances, vous voulez rire. Et de même, quel est le sens de la recherche du temps perdu? Quel est le sens d'une nature morte de Cézanne, d'une composition de Poussin, d'un tableau de Vermeer? Il faudra que nous revenions là-dessus aussi, je crois, parce que vaste problème encore. Alors, disons qu'en travaillant la langue, l'écrivain produit du sens.
l'explicité, et d'ailleurs il en serait le plus souvent incapable, l'explicité ce serait nier ou annuler sa fonction même d'écrivain, il me semble du moins. C'est au lecteur d'effectuer cet autre travail complémentaire qu'est la lecture. C'est un travail, la lecture. Le lecteur est partie prenante dans l'affaire. Il n'y aurait pas de livre sans lecteur. Oui. Parce qu'il n'existe pas d'objet sans sujet. Et à ce propos, peut-être qu'il ne serait pas inutile de remarquer avec Lacan, il en fait la démonstration sur le mot rideau, c'est éclatant, que chaque mot étant reçu de façon différente selon la personnalité, le degré de culture ou les fantasmes de chaque lecteur donc va, dans le même roman, lire quelque chose de différent. Mais c'est peut-être dans ce sens que vous voulez dire que le lecteur est le sujet du livre. Est le sujet du livre, oui. Claude Simon, chacun de vos livres pris séparément est évidemment une totalité, mais en même temps, c'est une impression que j'ai, si on les considère dans leur ensemble, ils semblent se répondre les uns aux autres. Alors j'aimerais savoir s'il y a une volonté de votre part de les faire jouer entre eux, en quelque sorte se refléter les uns dans les autres, comme à travers un ensemble de miroirs. Franchement parlé, je ne vois pas très bien ce que vous entendez par se répondre les uns aux autres. Si vous voulez dire qu'on y retrouve quelquefois les mêmes personnages, oui. Georges, Corinne, Réchac, oui. l'oncle Charles, Lambert, bon, ça c'est exact. Mais ça c'est un peu par hasard et quelquefois c'est simplement pour m'amuser, pour amuser les lecteurs qui ont lu mes livres précédents. En fait, ça pourrait très bien être chaque fois de nouveaux personnages. Mais ce sont des personnages qui se retrouvent aussi parfois dans les mêmes situations. J'ai jamais eu l'intention d'écrire une saga ou une comédie humaine. Maintenant, il est certain, par contre, qu'il existe des rapports entre mes différents romans, mais ils sont d'ordre textuel, en ce sens que un roman engendre un autre, ou du moins que je n'aurais pas pu écrire chacun d'eux si je n'avais pas écrit le précédent. Oui. Alors, justement, à ce propos, vous avez dit, je crois au colloque de Sérisy, où vous avez écrit quelque part, que d'un livre à l'autre, vous tentiez d'éliminer ce que vous appelez les scories, et j'aimerais que vous vous expliquiez sur ce point. C'est pas très clair pour moi. Eh bien, comme je viens de vous le dire, un livre engendre d'une certaine manière celui qui le suit, parce que celui qui le suit profite des erreurs que l'on a pu commettre et dont on a bien pris conscience qu'une fois le livre terminé, et souvent même seulement à la lecture des épreuves. Vous savez que c'est vraiment une épreuve, la lecture d'épreuves, tout change. Oui. Ou encore à la lecture de certaines critiques qui vous font sentir comment le livre n'a pas été reçu de la façon que l'on espérait. Pourquoi? Alors, on ne va pas passer tous mes romans en revue sous cet angle, ce serait un peu long. Je pense que je m'expliquerai mieux en me bornant à un exemple. Oui. Celui des corps conducteurs, par exemple, des 2 triptyques qu'il a suivis. Les corps conducteurs étaient composés de plusieurs séries ou ensembles qui étaient mis en rapport par des articulations d'ordre textuel, ou si vous préférez, des dérapages qui transportaient le lecteur d'un ensemble dans un autre. Je rappelle au passage, si c'est nécessaire, qu'en grec, métaphora, ça signifie transport. Alors, ces ensembles et leurs dérivés étaient, pour simplifier, au nombre de 5. Homme malade dans la rue d'une grande ville américaine, congrès d'écrivains dans un pays latino-américain, long voyage en avion, progression et destruction également progressive d'une colonne de guerriers ou de guerrieros dans la jungle. Et enfin, nuit passée ensemble par un homme et une femme. Bon, alors, avant d'aller plus loin, je crois qu'il faut d'abord dire que contrairement à l'opinion généralement répandue, un texte n'est pas, ne peut pas être, nous y reviendrons aussi, la reproduction de ce qui se passe dans le monde dit réel.
Par exemple, ces diverses séries. On pouvait, bien sûr, imaginer qu'elles avaient été vécues, en fait ou en imagination, par l'homme malade dans la rue. Pourtant, je n'avais pas précisé du tout, bien au contraire, l'ordre dans lequel, si on s'en réfère au temps des horloges, ces divers événements s'étaient succédés. Il n'y avait absolument aucun repère permettant de dire avec certitude que l'homme avait par exemple d'abord assisté au congrès d'écrivains, et puis s'était trouvé dans la rue d'une autre ville, ou le contraire. Il n'était pas précisé non plus à quel moment, avant ou après, peut-être après, puisque c'est vers la fin de sa progression dans la rue que l'homme passe devant l'agence d'une compagnie d'aviation, on ne pouvait pas dire si c'était avant ou après qu'il avait effectué ce long voyage en avion, etc. Malheureusement, j'avais commis la faute de faire s'ouvrir le roman sur une description de l'homme dans la rue et de faire terminer le roman par une scène où le même homme malade arrive après sa difficile progression, arrive enfin dans sa chambre d'hôtel. En d'autres termes, pourtant c'était pas mon propos, j'avais privilégié un lieu et un temps. J'avais, en somme, permis une sorte d'ancrage, de sorte que la plupart des critiques, je ne leur en fais nullement grief, puisque c'était entièrement de ma faute, et que malgré moi j'avais ouvert la porte à cette interprétation, la plupart des critiques ont pu résumer le roman sous cette forme commode, qui en excluait la véritable lecture. Ben voilà, c'est un homme malade qui marche dans une rue et qui se souvient. Oui. Vous me direz, quelle importance? Ben, en apparence, aucune. En fait, énorme. Parce que, encore une fois, ce qu'on oublie, parce qu'on a parlé à mon sujet, dans une anthologie de la littérature moderne, on a parlé à mon sujet de degré zéro de la conscience. Alors, ce qu'on oublie, c'est que, une expression comme celle le montre bien, ce qu'on oublie, c'est que on n'écrit pas comme on se souvient ou comme on imagine. On oublie que le discours ne reproduit jamais ce qui se passe dans une conscience ou dans un inconscient. Le plus réaliste en apparence des monologues intérieurs est toujours, avec plus ou moins de réussite, soigneusement construit et composé. Et à cet égard, l'une des réussites les plus totales, c'est le fameux monologue de Molly Bloom à la fin d'Ulysse. Alors certainement, notre mémoire et notre imagination travaillent par association, et mes textes fonctionnent aussi très souvent de cette façon. Mais dans notre mémoire ou dans notre imagination, rien n'est organisé. Je veux dire, rien n'est composé, rien n'est structuré. En fait, ça se passe un peu comme dans la fameuse écriture automatique des surréalistes, oui, où on ouvre sans cesse des parenthèses, des parenthèses, des parenthèses, qui ne se referment jamais, de sorte que le discours n'a littéralement ni queue ni tête, et finit tout simplement par se perdre dans les sables. Oui. Une des plus grosses sottises, je crois, qu'on ait écrite à propos de Proust, c'est qu'il explorait la mémoire. Grâce à Dieu, il a fait tout autre chose qu'explorer la mémoire, parce que s'il s'était contenté de faire ça, ben, il se serait perdu dans un dédale de couloirs qui ne l'aurait mené, ni lui, ni son lecteur, à rien, ce qui n'est pas précisément le cas. Ce que je fais, du moins ce que je cherche à faire, c'est un discours qui se referme sur lui-même, qui soit très consciemment et très solidement construit, et dont les détours ou les écarts sont soigneusement mesurés, ou si vous préférez, centrés. Et par conséquent, ce qui, dans les corps conducteurs, décidait de l'ordre dans lequel se présentaient tour à tour des fragments des différents ensembles, des différentes séries, ce qui les faisait se convoquer les unes les autres, c'était des relations de dépendance purement textuelles, association, bien sûr, mais aussi contraste, opposition, superposition, trope. Bref, c'est ce qu'en rhétorique on appelle les figures de la langue.
figures qui font, comme l'a dit Michel Deguy, que la langue parle déjà avant nous. Nous pourrons revenir là-dessus si vous le désirez. Donc voilà l'exemple d'une scorie du roman naturaliste, Homme qui se souvient, Flashback, etc., oui, que j'ai cherché à éliminer lorsque j'ai conçu l'idée du roman suivant, Triptyque, qui est composé, lui, de 3 séries ou de 3 ensembles qui ne sont absolument pas réductibles à des liens extratextuels. Je veux dire des similitudes d'action, de situation, un lieu ou un temps privilégié, etc. Et qui ne se conjuguent, qui ne s'entrelacent, qui ne se convoquent les unes les autres que par et dans des constructions de la langue.